A, B, C, D. Je vous rassure, je ne vais pas vous réciter les 26 lettres de l'alphabet. Et pourtant, c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Savez-vous d'où viennent toutes les lettres qui le composent et pourquoi elles ont ces formes si particulières? Par exemple, pourquoi le A majuscule a une forme de triangle barré, ou bien le O, celle d'un rond. Aujourd'hui, Victor Pierson, qui est un fin lettré, nous révèle les histoires surprenantes qui se cachent derrière notre système d'écriture. Merci Jamy. Salut les épicurieuses et les épicurieux. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Oui, un A. Mais si je vous disais que l'origine de cette lettre, c'est une tête de bœuf. 2000 ans avant notre ère, le système d'écriture le plus abouti nous vient d'Égypte. Ce sont les hiéroglyphes. Des dessins qui demandent, pour être écrits et lus, une mémoire exceptionnelle. Hey, box office, on se fait un dessiné, c'est pas gagné? Attends, je prends ma tablette. Alors, qu'est-ce que j'écris? Tiens, t'arrives à lire? Non, mais non, canard, serpent, c'est juste pour dire que le mot est masculin. Après, comme j'ai mis un ibis à droite d'un épi de blé, ça forme le mot sphinx. Enfin, je crois. C'est quoi? On va jouer à pyramide, ça sera plus simple. Ah oui, l'écriture hiéroglyphique est très complexe. Elle mêle encore des pictogrammes, des genres d'émojis qui représentent des objets ou des idées plus abstraites, et des phonogrammes qui servent à noter un son, comme dans un rébus. Il n'y a pas de ponctuation, pas d'espace entre les mots, et le sens de lecture n'est pas fixe, parfois indiqué par l'orientation des personnages représentés. À partir de la fin de l'Empire romain, ces hiéroglyphes sont restés muets pendant des siècles. Plus personne ne savait les traduire, bien des savants s'y sont cassés les dents. Un jour peut-être, je vous raconterai comment le français Champollion a réussi à refaire parler ces hiéroglyphes. Mais revenons à notre histoire d'alphabet. Dans le courant du 2e millénaire avant Jésus-Christ, des populations nomades, ne sachant pas lire ces hiéroglyphes, y sont pourtant régulièrement exposés lors de leur voyage. Étaient-ce des mercenaires, des esclaves, des marchands? Peu importe, l'essentiel est que ces gens parlaient une langue sémitique et venaient sans doute de l'autre côté du désert du Sinaï. Allez, pas fâché de rentrer. J'espère qu'on va pas s'ensabler comme elle allait. En tout cas, ils étaient durs en égo cette année, les Égyptiens. Hein, ça serait plus pratique si on causait la même langue, franchement. Regarde-moi ça, leur panneau de signalisation, on comprend que dalle. Bah, je sais pas, rien que leur tête de bœuf, par exemple. Là. Un coup, ça veut dire ci, un coup, ça veut dire ça. Moi, je dis, comment on dit bœuf chez nous en cananéen? Aleph, oui. Eh ben, pourquoi on dirait pas que la tête de bœuf, ça indique tout simplement le son A? Et puis ça, c'est peut-être une idée de bœuf. Hein. Comment? Je suis un génie. Et oui, ce proto-alphabet sémitique, appelé aussi proto-sinaïtique, est une vraie avancée. Les hiéroglyphes, simplifiés pour un usage plus rapide, y sont utilisés exclusivement comme des phonogrammes, en leur attribuant des phonèmes, des sons, qui n'ont rien à voir avec la langue égyptienne. Dans cet alphabet, chaque dessin a pour valeur le premier son du mot sémitique correspondant. Ainsi, la tête de bœuf, largement simplifiée, représente le son A, au début du mot Aleph, bœuf. Continuons. Comment transcrire le son B? En sémitique, maison se dit beit. Aussi, le pictogramme égyptien, représentant une maison, est schématisé et transcrit en proto-sinaïtique le phonème B. À l'usage, ces dessins vont être de plus en plus simplifiés et ce proto-alphabet sémitique va progressivement dériver pendant des siècles jusqu'à devenir l'écriture officielle des cités-États phéniciennes qui dominent la région au 1er millénaire. Aussi, un des principaux descendants du proto-sinaïtique est appelé alphabet phénicien. C'est un abjad, un alphabet composé uniquement de consonnes. 22 signes qui simplifient à l'extrême le tracé des dessins originels, tout juste reconnaissables. Ils servent à écrire rapidement de droite à gauche, des documents administratifs, des contrats de mariage. On y retrouve notre tête de bœuf, très schématique, mais également notre maison. Ces lettres, généralement désignées sous les noms de Alph et Bet, correspondent au même phonème que leurs ancêtres, l'équivalent d'un A, coup de glotte, considéré comme une consonne, et d'un B. Les marchands phéniciens, grands navigateurs, vont propager cet alphabet dans tout le pourtour méditerranéen. De nombreuses cultures adoptent alors ce système d'écriture avec quelques variantes. Deux principaux alphabets découlent du phénicien, l'araméen et le grec, ancêtre de la plupart des alphabets modernes. Commençons par le grec. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, l'alphabet phénicien est progressivement assimilé par les Grecs qui l'adaptent à leur langue. Allez, je relis un coup mon discours. Je vais leur remettre plein la vue tout à l'heure à l'agora. Ô noble représentant athénin... Athénin... Mais il manque une lettre là. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de voyelle dans l'alphabet phénicien, c'est pour ça. Attends, le iode phénicien pour noter le son J, on l'utilise pas nous. Il n'y a qu'à le transformer un peu, je sais pas, un petit trait comme ça qu'on a qu'à appeler iota, et voilà comment je retranscris le son I. Bon, je suis bon pour écrire tout mon discours là.
Et en effet, certaines consonnes phéniciennes, dont le son n'était pas utilisé en grec, vont devenir des voyelles, indispensables pour restituer la langue hellène. Par ailleurs, la forme des lettres continue d'évoluer. Ainsi, la tête de bœuf, déjà très rudimentaire, va opérer un quart de tour. Et voici comment la consonne alph devient la voyelle alpha. De la même manière, le bête phénicien se métamorphose en une lettre grecque, bêta. C'est d'ailleurs la réunion de ces deux premières lettres qui forment le mot alphabet. Notez que le nom de la plupart des lettres grecques est calqué sur celui des lettres phéniciennes. Alpha ne veut rien dire en grec, c'est uniquement la mutation orale du phénicien alph. Et puis, le temps passe, l'alphabet grec va à son tour faire des petits. Il va dériver en plusieurs branches cousines, dont bien sûr, en transitant par l'étrusque, notre alphabet latin. De nombreuses lettres que nous croisons tous les jours dans nos livres, sur nos claviers, sont le fruit de cette lente mutation. Et une fois qu'on le sait, on les voit plus de la même manière. Entrevoir une tête de bœuf et une maison dans nos deux premières lettres, c'est, disons, le b.a.-ba. Mais c'est déjà amusant. Eh bien, on peut continuer l'exercice. Comme le hiéroglyphe bœuf est devenu en phénicien la lettre aleph, a dérivé en alpha grec et finalement abouti à notre lettre A, la lettre M, par exemple, vient du grec mu, descendant du phénicien mem, issu du pictogramme vague. Notre N vient du phénicien Noun, dérivé de l'image d'un serpent, et notre O n'est rien d'autre qu'un œil égyptien peu à peu simplifié. L'araméen, l'autre principale variante du phénicien, s'est quant à lui surtout diffusé au Moyen-Orient, où il s'est divisé en plusieurs alphabets cousins. C'est ainsi l'ancêtre des alphabets hébreu, syriaque ou nabatéen, lequel a évolué à son tour pour donner naissance à l'alphabet arabe. Tout comme le phénicien, l'araméen et ses descendants s'écrivent de droite à gauche et ne sont faits que de consonnes, lointaines parentes de nos lettres latines. La bonne vieille tête de bœuf du proto-sinaïtique, ancêtre du grec alpha, a aussi donné naissance à aleph et alif, respectivement premières lettres des alphabets hébreu et arabe. Bon, le temps a largement érodé le dessin initial, il faut pas mal d'imagination pour entendre meugler ces lettres. Pourtant, elles ont le même lointain ancêtre. Et les noms des lettres laissent entendre ces liens de parenté. Les mêmes mots sémitiques les ont baptisés. Ainsi, vague, qui se disait même, a donné mu en grec, même en hébreu, mime en arabe. Serpent, qui se disait noun, a donné nu en grec, noun en hébreu, noun en arabe. Les versions cursives de l'araméen, au tracé toujours plus rapide, dériveront dans d'autres alphabets, palmyrénien, mandénien, et inspireront plus tard partiellement les alphabets d'Asie centrale. Toutes les écritures ne viennent pas des hiéroglyphes. L'écriture chinoise, par exemple, ne doit rien à l'Égypte antique. Mais le fait est que beaucoup d'alphabets, répartis aux quatre coins du monde, appartiennent à une vaste famille dont les liens se sont distendus sans toutefois s'effacer totalement. Ils forment un grand troupeau où peuvent se croiser ici ou là, bien cachées sous l'histoire plurimillénaire de l'humanité, de nombreuses têtes de bœuf. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez envie que Victor vous en apprenne encore plus sur l'écriture, les livres et même la bande dessinée, dites-le nous, enfin, écrivez-le nous. À très bientôt, hâte de vous lire.